Le deuxième était le... Retour sur le concept d'universalisme, un terme invoqué par de nombreux candidats ou polémistes, souvent vidé de son sens pour servir une idéologie opposée. Par Alain Policard, Sciences Po. Pour Éric Zemmour, qui vient d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle après avoir occupé l'actualité médiatique depuis des semaines, la France est menacée par le séparatisme civilisationnel. Ce terme, séparatisme, n'est sans doute pas le fruit du hasard. Se souvient-on qu'il fut utilisé pour parler des luttes décoloniales, notamment celles des Algériens, et bien avant, dans l'Antiquité, qu'il était l'expression d'un reproche classique fait aux Juifs? Certains auteurs considèrent qu'il est au fondement de la judéophobie. Notre mode de vie, nos valeurs seraient menacées par la montée en puissance de l'islam, à tel point que le grand remplacement, dans un horizon annoncé comme trop proche pour ne pas s'en inquiéter, ne manquera pas de se produire. Devant ce supposé danger, il conviendrait de mettre en avant les vertus de l'assimilation. Ce faisant, Éric Zemmour ne fait qu'actualiser ce qui a longtemps été la doctrine de la République, doctrine dont seul le camp national défendrait l'héritage, tout en se gaussant de ses valeurs. En effet, ces dernières exprimeraient une vision postmoderne de l'homme. Passons sur l'absence de définition du concept de postmodernité et traduisons, désirer l'égalité et la fraternité, ce serait œuvrer pour l'indifférenciation des peuples et des individus, la négation de leur histoire et leur disparition en tant qu'entité civilisationnelle et politique. Mais alors si l'indifférenciation est un mal, comment vouloir l'assimilation, laquelle a pour ultime objectif d'indifférencier? Comprenne qui pourra. En réalité, Zemmour accepte les différences dès l'instant où ceux qui les incarnent sont placés dans un statut de subordination. Selon lui, la grandeur de la France ne réside-t-elle pas dans sa mission civilisatrice, c'est-à-dire dans l'éducation, par la colonisation, des races inférieures. Position indifférente aux horreurs du racisme colonial, considérée comme le prix à payer pour l'édification morale des indigènes. Cette adhésion à l'assimilation ne doit pas surprendre si l'on se souvient qu'elle a été le nom servant à justifier une politique aux fondements raciaux. Politique qui s'exprime avec limpidité dans l'existence de privilèges pour les colons, faisant de ces derniers une sorte d'aristocratie, c'est-à-dire de race à part. D'ailleurs, ainsi que le souligne l'historien américain Tyler Stovall, les colons se désignaient plus volontiers comme blancs ou européens que comme français. C'est dans les colonies que les conceptions de l'idée nationale française se confondirent d'abord avec l'idée raciale de blancheur. Mais revenons à Éric Zemmour et à ses thèmes de prédilection. L'adhésion à l'assimilationnisme implique, malgré l'apparent paradoxe, l'inassimilabilité de quelques-uns. Le polémiste ne rappelle-t-il pas régulièrement que l'islam n'est pas compatible avec la République? À cet égard, il est significatif que l'obtention de la citoyenneté pour les femmes musulmanes d'Algérie, en 1958, ait été liée, lors de cérémonies d'inauguration, au retrait de leur voile. Comment mieux exprimer l'idée qu'il fallait alors cesser d'être musulmane pour devenir française? C'est clairement l'avis du polémiste. Mais, même s'il envisage une remigration, de qui, exactement, il dit ne nourrir aucune hostilité envers les musulmans que seuls des esprits étroits confondraient avec l'islam. Mais que serait un homophobe qui n'éprouverait aucune méfiance envers les homosexuels? À travers le cas d'Éric Zemmour, nous comprenons que l'idée ancienne d'une nation française définie en termes raciaux influence durablement les débats contemporains. Et ce ne sont pas les appels incantatoires à l'universalisme qui nous persuaderont du contraire. À lire aussi, Quelle nation française pour 2022? Car, ce qui est proposé aux immigrés est de se plier aux traditions françaises, celles-ci étant supposées universelles par essence. L'universalisme alors n'est plus un humanisme ouvert à la diversité mais un symbole de résistance du nationalisme français. C'est bien ainsi que le décrit Achille Mbembe dans l'ouvrage collectif de 2005, consacré à la fracture coloniale. À force de tenir pendant si longtemps le modèle républicain, pour le véhicule achevé de l'inclusion et de l'émergence à l'individualité, l'on a fini par faire de la République une institution imaginaire et à en sous-estimer les capacités originaires de brutalité, de discrimination et d'exclusion. Le jugement peut paraître sévère, mais l'histoire française, bien avant d'ailleurs l'instauration de la République, témoigne de cette connotation racialiste. L'universalisme se fourvoie, jusqu'à se vider de sa substance, lorsqu'il fait de l'identité nationale la boussole du combat républicain. En réalité,
Le modèle assimilationniste est lié à une conception dévoyée de l'universalisme, qu'il est commun de désigner, avec Michael Walzer, comme de surplomb. Le philosophe américain attire l'attention sur le caractère incertain, quant à ses effets, d'un universalisme, celui du judaïsme des temps prophétiques, qui se proposerait de servir de lumière pour les nations. Uniformément éclairée, certes, mais la lumière étant faible et les nations récalcitrantes, il se peut que l'œuvre civilisatrice prenne beaucoup de temps, voire un temps infini. Les fondements même du colonialisme et les raisons de son refus sont énoncés avec une impressionnante sobriété par le philosophe américain. Les serviteurs de Dieu se tiennent au centre de l'histoire, tandis que les histoires des autres sont autant de chroniques de l'ignorance et de conflits dépourvus de sens. Il n'est pas sans signification de noter que la position de surplomb peut se vêtir d'autres habits, notamment ceux de l'anticosmopolitisme, lequel vilipende utopistes invétérés et belles âmes aveuglées. N'est-ce pas exactement sur ce registre que se situe Éric Zemmour ? Si bien qu'il est permis de faire l'hypothèse que derrière ce faux universalisme se dissimule en réalité une haine de l'universel qui puise ses racines dans la pensée contre-révolutionnaire telle que l'exemplifie la fameuse phrase de Joseph de Maistre dans ses Considérations sur la France, 1796, « J'ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes, etc. Je sais même, grâce à Montesquieu, qu'on peut être persan, mais quant à l'homme je déclare ne l'avoir jamais rencontré de ma vie. » De la même façon, Zemmour décrit un monde fragmenté au sein duquel doit prévaloir l'obsession de la pureté, c'est-à-dire la haine du mélange, l'angoisse d'indistinction. Il y a 3 ans environ, nous écrivions ici même, à propos de sa place dans l'espace public, qu'il nous fallait résister à la sémantique du crépuscule, celle que décrit Orwell dans 1984, instrument d'assujettissement des individus par l'intermédiaire d'un langage appauvri et manichéen. Peut-être est-il encore temps ?